Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Aujourd'hui, sur ce plateau, j'ai invité M. Kabongo Malou pour parler d'un grand homme, un grand savant africain, qui est bien connu au Congo, mais aussi à travers le monde. Il s'agit de Cheikh Anta Diop, l'homme qui a donné l'honneur aux peuples noirs africains. Et pourquoi cette émission? C'est d'abord, il faut relever ici, c'est dans le cadre de l'Union africaine, de la présidence de l'Union africaine, du président Félix Antoine Tshisekedi. Cette présidence va de 2021 jusqu'en 2022, pendant une année. Et cette présidence de l'Union africaine de Félix Antoine Tshisekedi tourne autour de la culture. Et le titre, c'était l'Union africaine au service du peuple africain. Qui dit peuple dit culture. C'est dans ce sens-là que j'ai invité M. Kabongo pour qu'on parle de Cheikh Anta Diop, parce que cette année, on va commémorer au moins 35 ans de sa mort. Il n'est pas le seul. On a Lumumba, on va commémorer 60 ans. Il y a encore Simon Kimbangu, 70 ans. Ce sont des gens qui ont mis leur vie en péril au service des peuples africains, des peuples noirs d'Afrique. Lumumba, c'est un homme politique. Cheikh Anta Diop, c'est un scientifique. Et Simon Kimbangu, c'est un spirituel. Et en invitant M. Kabongo Malou, professeur Kabongo Malou, qui est professeur à l'IPEN, c'est pas pour rien que je l'ai fait appel à lui, c'est parce que M. Kabongo Malou a fait une thèse de doctorat sur Cheikh Anta Diop. Je préfère que lui-même s'exprime. Emma, tu as la parole. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation parce que c'est une période propice pour parler de nos héros et aussi des héros panafricains. Et on vient de fêter le centenaire de l'église kimbanguiste. Donc je crois que c'est la période propice pour parler de Cheikh Anta Diop. En fait, j'ai fait une thèse il y a plus de 10 ans à l'Université catholique du Congo sur la renaissance africaine chez Cheikh Anta Diop, feuille de route pour les États-Unis d'Afrique noire. Donc c'était ça ma thèse. Donc ce que j'ai voulu dire est que dans cette thèse, comme on le dit toujours, Cheikh Anta Diop, c'est quelqu'un qui a planté ce qu'on appelle les racines de notre futur. Exact. On va arriver, avant de commencer à vous faire parler, comme d'habitude, je donne quelques ouvrages écrits par Cheikh Anta Diop lui-même. C'est pour permettre à nos frères africains... Tu permets que je fasse un commentaire chaque fois que tu cites un livre? Il n'y a pas de problème, tu auras tout le temps de parler. Donc, vous avez, il a publié chez Présence africaine, l'édition Présence africaine à Paris. Donc, le premier ouvrage que j'ai, c'est l'unité culturelle de l'Afrique noire. En fait, le premier ouvrage qu'il a publié, c'est Nation Nègre et Culture, oui, qui est sorti chez Présence africaine en 1954. Oui. Nation Nègre et Culture, il faut en parler parce que c'était effectivement ça sa première thèse. Il devait présenter une thèse en 1949, en 1948, à l'université Paris-Sorbonne, mais cette thèse, il n'a pas pu la présenter et il avait pour intituler « Qu'étaient les Égyptiens prédynastiques ». Et le jury n'a pas pu être constitué parce que tous les penseurs français, dont les plus connus, ont dit « Nous ne voulons pas entendre parler de cette thèse ». Donc on l'a empêché, on n'a pas constitué les jurys, donc il n'a pas pu la présenter en 1948. C'est ainsi qu'il va publier cette thèse sous forme d'un livre intitulé Nation Nègre et Culture. Et je crois que c'est ce qu'on appelle son livre fondamental, où il démontre qu'effectivement, les nègres qui aujourd'hui sont esclaves, sont colonisés, sous prétexte qu'ils n'ont pas d'histoire. Parce que quand les Blancs nous colonisent, quand les Blancs nous font la traite négrière, ils prétendent que nous le méritons parce que nous n'avons pas d'histoire, nous n'avons pas de passé, donc nous n'avons pas d'avenir. Ok, donc on va continuer, hein, parce que tu ne vas pas prendre tout le temps à expliquer. Deuxième livre que tu as lu, l'Afrique noire précoloniale. Oui, l'Afrique noire précoloniale, c'est ça sa thèse qu'il va présenter en 1960. En fait, il démontre qu'à partir de la construction des États modernes, à partir du XIVe siècle jusqu'au XXe siècle, les niveaux des États sont pratiquement les mêmes entre l'Occident et l'Afrique. Il n'y a pas de différence.
Je crois que c'est ça ce qu'on appelle et que la seule différence que nous avions entre ces moments-là, c'est au niveau de la science. En fait, si nous avons été colonisés, si nous avons subi la traite négrière, c'est parce que nous étions scientifiquement moindres par rapport à l'Occident. Oui. Et l'Occident, ayant profité de tous les acquis chinois et égyptiens, a construit n'est-ce pas, des armes à feu et il est venu nous détruire. Et l'autre livre, c'est l'unité culturelle de l'Afrique noire? Oui. Il a fallu démontrer que l'Afrique telle que nous sommes ici, les Noirs d'Afrique et les diasporas, nous avons une même culture, nous avons une unité culturelle et que cette unité culturelle est vérifiable en partant de grandes représentations comme le totémisme, le matriarcat, qui sont, n'est-ce pas, le matriarcat est africain, l'Occident est patriarcal. Et le matriarcat, c'est africain, et puis le totémisme, que de temps en temps, la représentation divine, donc il prend toutes ces considérations-là pour établir l'unité spécifique des nègres du monde entier. Et 5e livre, c'est Alerte sous les tropiques. Oui, Alerte sous les tropiques, c'est un ensemble d'articles sur la culture et le développement. Je crois que je l'ai même ici, c'est celui-ci, Alerte sous les tropiques. C'est un ensemble d'articles de culture et développement à partir de 46 jusqu'en 60. Et l'autre, les fondements économiques et culturels de l'État fédéral d'Afrique noire. Ça, ce sont son dernier livre, ce livre, comme il appelle les livres charnières. Il produit ce livre en 1960, au moment où les pays africains sont en train, n'est-ce pas, de prendre leurs indépendances. Et il dit que c'est le moment où nous devons construire les États-Unis d'Afrique noire. Et nous allons construire cet État, cette grosse masse géostratégique pour notre développement économique, pour notre développement scientifique et pour notre développement politique. Ok, et l'autre que j'ai lu, c'est Parenté génétique de l'Égyptien pharaonique et des langues négro-africaines. C'est ça. Ça, c'est sa grande thèse qu'il avait défendue en 1974 à la conférence du Caire, comme on l'appelle, où il était opposé à plus de 25 égyptologues européens. Et il n'était qu'à deux, c'est-à-dire professeur Cheikh Anta Diop et professeur Obenga. Et là, c'était, en fait, il faut dire que il était invité, en 1972, il a été invité par l'UNESCO pour participer à l'histoire générale de l'Afrique. Et lui, il a dit au directeur de l'UNESCO que je ne saurais pas participer à cette rédaction parce que mes thèses sont très discutées. Je voudrais que vous puissiez réunir tous les grands savants du monde en ce qui concerne l'égyptologie et l'histoire d'Afrique pour que nous puissions discuter avec eux et établir la véracité ou l'inanité de ces thèses. C'est ainsi que l'UNESCO va organiser en 1974 à Dakar, au Caire, ce qu'on appelle la conférence égyptologique du Caire. Et dans cette conférence, il y avait deux parties. Il y avait, la première partie, c'était les savants occidentaux qui défendaient la thèse selon laquelle l'Égypte a été habitée depuis l'Antiquité jusqu'à l'arrivée des colons par le blanc, c'est-à-dire une habitation leucoderme, n'est-ce pas, de l'Égypte jusqu'à l'arrivée de... C'était pour nier l'Égypte au noir, pour dire que l'Égypte était blanche. Et puis, c'est ça, et Cheikh Anta Diop est arrivé avec Théophile Obenga pour démontrer que ce n'est pas possible. Que les preuves, ce que nous avons ici comme preuve linguistique, les Égyptiens eux-mêmes se disent, nous sommes des Noirs, kémites. Ce que nous avons ici comme témoignage des anciens, c'est-à-dire de tous les anciens savants européens qui ont vécu, qui sont allés étudier en Égypte, comme les Platon, les Socrate, les Aristote, tout le monde est allé. Les Thalès des Millet, mais tous nous rapportent que les Égyptiens étaient des nègres. Où est-ce que vous tirez cette... Et il a même proposé qu'on utilise des méthodes modernes, chimiques et biologiques. Par exemple, avec carbone 14, je pense. Oui, carbone 14, c'est pour la datation. Mais là, c'était pour chercher ce qu'on appelle les marqueurs ratios. Mais du moins, au Caire, on a reconnu quand même que l'Égypte était noire et africaine. Ça, ce n'est pas lui qui l'a reconnu, non, mais c'est l'UNESCO, parce que c'est l'UNESCO qui avait organisé. Oui. Et je crois que la phrase est restée célèbre. Le rapporteur de l'UNESCO dit, face à la très minutieuse préparation des professeurs Théophile Obenga et de Cheikh Anta Diop, il y a eu des très grands déséquilibres dans l'autre camp. Donc, pour dire qu'ils avaient convaincu. Oui, ils avaient battu. Ils avaient battu à plate couture, oui. Il y a
Civilisation ou barbarie, je pense que c'était la dernière de ses publications. Oui, c'est un livre hyper important où il reprend pratiquement toutes ces thèses défendues depuis 1948 pour le moderniser avec de nouveaux acquis de la science et démontrer qu'effectivement ces thèses n'ont pas changé. Au contraire, le développement scientifique, le développement archéologique démontre que ces thèses que nous avions défendues, à savoir, n'est-ce pas, la parenté biologique, génétique de l'Égypte pharaonique avec les nègres, avec l'Afrique noire d'aujourd'hui, cette parenté est établie et ça a même été reconnu à la conférence du Caire, ce qui a rendu possible et légitime ce que nous appelons aujourd'hui l'égyptologie africaine. Oui, avant d'aborder, entrer dans les fonds de sa vie pour le présenter, je préfère donner quelques ouvrages écrits par d'autres personnes sur Cheikh Anta Diop. Bien sûr. Là, il n'y a pas de commentaire. Non. Ok. Il y a Cheikh Anta Diop, L'homme et l'œuvre, écrit par son fils Cheikh Baké Diop. Oui. Deuxième livre. Le procès de physique à Paris. Oui. Cheikh Anta Diop ou l'honneur de penser, écrit par le Camerounais Jean-Marc Ella, il est déjà décédé. Troisième livre, Cheikh Anta Diop dans la sphère des relations internationales, par Jean-Emmanuel Pondy, qui est professeur, c'est un Camerounais, il est professeur au Cameroun. Quatrième livre, La pensée politique de Cheikh Anta Diop par José do Nascimento. Oui. Et l'autre livre, c'est Cheikh Anta Diop, Volney et les Sphinx. Sphinx, hein? Les Sphinx, oui. Oui. Contribution de Cheikh Anta Diop à l'historiographie mondiale. Historiographie mondiale par Théophile Obenga, notre frère qui est à Brazzaville. Le grand savant. Le grand savant, il est encore en vie. Le dernier, c'est Cheikh Anta Diop et l'Afrique dans l'histoire du monde, par Diane Paté. Paté Diane, qui a fait en quelque sorte un peu sa biographie. Oui. Parlons maintenant de l'homme. En lisant un peu son fils. Donc, cet homme était un homme extraordinaire dès le bas âge. Toi, tu étais juste dans son village. C'était à Kéitou, oui. À Kéitou. Et tu as vécu, c'est là où tu as amené cette photo qu'on t'a fait cadeau par la famille. On voudrait savoir comment ce gars qui était avec les autres était exceptionnel. L'environnement a beaucoup joué sur sa formation spirituelle et intellectuelle. Comme disent les historiens, ils disent qu'un historien, un égyptologue, n'a pas l'âge de ses artères, il a l'âge de ses paradigmes. C'est-à-dire que Cheikh Anta Diop, il faut plutôt se focaliser sur sa pensée. Mais comme tu veux qu'on parle de sa jeunesse, il est né effectivement à Kéitou en 1923. Et peu de temps après, il a perdu son père. Et c'est sa mère Mama Diop qui l'a fait grandir avec son grand-père Massamba Sassoum Diop, qui était un chef de terre et un grand résistant contre la colonisation française. Et ce qu'on m'a dit au Sénégal, où tout le monde était surpris que Cheikh Anta Diop ait suivi l'école d'abord coranique. À l'âge de 4 ans jusqu'à 11 ans, il a suivi l'école coranique. Et il a bloqué le Coran. Et il a toujours dit que c'est parce qu'il est très jeune, il s'est exercé n'est-ce pas, à mémoriser le Coran que son cerveau s'est beaucoup ouvert. Mais après, il a suivi l'école française. Mais avant d'aller au niveau de l'école française, parce que tout ce que j'ai lu quelque part là, on dit qu'il a des relations avec les fondateurs des musulmans mourides. Donc c'est une confession musulmane très forte, quoi. Le Cheikh Bamba. Cheikh Bamba. Oui. Il a fondé l'islam mouride. Mouride, oui. Oui, et en fait, c'est son oncle. Son oncle. Oui. Sassoum Diop et les autres, c'était membres de cette famille-là. Oui. Parce qu'on raconte qu'ils étaient, c'est écrit, ils étaient partis pour se laver, prendre de l'eau. Pour chercher de l'eau, oui. Chercher de l'eau. Cheikh Bamba, oui. Bamba sort en blanc, tous les enfants ont fui. Cheikh Anta Diop peut rester seul. Oui. Ils ont discuté avec lui et puis Cheikh Bamba a pris de l'eau, il l'a mis sur la tête. Est-ce qu'on ne peut pas dire que l'homme a été initié quelque part? Ça, je ne saurais le dire parce que Paté Dione qui rapporte cette anecdote, le prophète, il aurait dit que toi, je vais te délester de ton poids sur la tête. Ta tête à toi est faite pour aller plus loin, chercher l'Afrique. Et c'est ainsi que, oui, il n'allait plus chercher de l'eau. On l'a mis à l'école française où il a terminé ses études à Saint-Louis et à Dakar. Et c'est en 1945-1946 qu'il est allé à Paris.
Donc c'était quelqu'un qui a été éduqué par sa mère et son grand-père. D'ailleurs, quand il est mort, il a demandé à être enterré dans son petit village à côté de son grand-père. Mais ce qui est intéressant, c'est cette capacité d'apprendre. Oui. Quand il arrive, je pense que je peux déjà y aller, quand il arrive à Paris, oui, en 1946, juste après la Deuxième Guerre, il s'inscrit dans 3 facultés à la fois. Il veut entrer dans de grandes écoles, comme on appelle, les grandes écoles, il faut faire les concours. Et puis, il s'inscrit à l'école de chimie à Paris, et puis il s'inscrit aussi à la Sorbonne. À la Sorbonne, il prépare un diplôme d'égyptologie. À l'école de chimie à Paris, il prépare un diplôme de chimie et de physique. Et puis, il veut faire un concours pour aller faire l'aéronautique. Malheureusement, le concours ne réussit pas parce qu'il était trop occupé. Alors, il présente sa première thèse. Il dépose le thème de sa thèse en 1948 à l'université de la Sorbonne. Ce que je venais de dire tout à l'heure, qui étaient les anciens Égyptiens, les Égyptiens pré-dynastiques. Et cette thèse n'a pas pu être présentée ni discutée parce que le jury n'a pas pu être constitué. Ils ont considéré que ils n'avaient rien à apprendre sur, n'est-ce pas, la race, la nature des Égyptiens pré-dynastiques, c'était déjà établi. Et c'est ainsi que Cheikh Anta Diop va continuer à travailler. Il va faire sa thèse en 60. Il va aussi faire son diplôme de chimie physique. Et puis, il va enseigner la chimie et la physique à Paris. Il va étudier la science nucléaire de basse énergie avec Joliot-Curie, et avec la famille Joliot-Curie. Il était aussi étudiant de bachelor. De bachelor à la Sorbonne, oui, qui était son... Alors, ce qui est intéressant dans l'œuvre de Cheikh Anta Diop est que quand il s'est mis à travailler pour l'Afrique, parce qu'il a consacré 40 ans de sa vie, il est mort à 62 ans, il a consacré 40 ans de sa vie à les problématiques qui se posent sont nombreuses. Il trouve des gens qui sont colonisés, qui ont subi la traite négrière pendant 4 siècles, la colonisation pendant 1 siècle, et puis qui subissent les affres dignes de néocolonialisme. Et les Blancs justifient l'ensemble de toutes ces nuisances par le fait que les nègres n'ont pas d'histoire. Les nègres n'ont rien fait, n'a pas de culture. C'est une brute, donc quelqu'un qui doit être, qui est corvéable à souhait. C'est d'ailleurs, en fait, quand eux sont en train de, ce qu'on appelle la période des Lumières, c'est oui, donc les grands savants occidentaux, les Hegel et les autres, ce sont eux qui ont donné tous ces arguments-là pour dire que non, la traite négrière, qui est la déportation la plus immonde, c'est-à-dire qui a duré pendant 4 siècles, et qui a fait subir à l'Afrique une perte de 200 millions d'êtres humains. Cette traite négrière a été justifiée par les grands penseurs occidentaux comme Hegel, même Voltaire, tout ce qu'on appelle la période des Lumières, le Condorcet, tous. Donc on peut dire que Cheikh Anta Diop, pour lui, c'était donner l'honneur à l'Afrique, donc réécrire l'histoire africaine. Oui, mais ça, il l'a dit. Il a dit que nous, les Africains, nous devons réécrire l'histoire de l'humanité. D'abord pour nous-mêmes et pour l'édification des autres. Parce que les autres ont falsifié l'histoire. Alors, Cheikh Anta Diop se met à étudier. Il dit, mais ils n'ont pas d'histoire, ils n'ont pas ceci. Et il commence à... C'est ça sa première thèse qu'il va défendre pour dire que non, c'est faux, tout ça. Les nègres que vous maltraitez aujourd'hui ce sont eux qui ont, n'est-ce pas, qui sont d'abord les premiers êtres qui sont apparus au monde, n'est-ce pas? En Afrique ici, c'est là où est apparu Lucie, le premier être humain qui soit apparu sur la Terre. Et il était des races noires. Et ce sont ces mêmes nègres ici qui ont fait la grande civilisation que vous prétendez être la vôtre, la civilisation égyptienne, parce que les Blancs considéraient que la civilisation égyptienne, celle qui a construit les sciences, qui a construit la philosophie, les mathématiques, les chimies et tout ça, était une civilisation occidentale. Quand on entre dans cette histoire-là, et interroge les anciens qui lui disent que non. Les anciens, c'est quoi? C'est-à-dire les contemporains des anciens Égyptiens qui tous témoignent que non, les anciens Égyptiens étaient des nègres comme vous et moi. Les anciens, il introduit l'argument linguistique pour démontrer que la langue elle-même, parce que la langue c'est une intellection du monde, la langue elle-même égyptienne, les pharaoniques, ne contient aucun élément occidental, ni la neige, ni quoi que ce soit, ni aucun animal occidental. Donc c'est une langue purement africaine.
Et il introduit tous les arguments là, philosophiques, la façon dont nous pensons, les matriarcats, le totémisme, tout ça. Mais ce n'est pas ça le plus intéressant. Oui. Ça, c'est ce qu'on appelle la mémoire. C'est-à-dire qu'il nous a doté d'une mémoire que l'homme blanc, pendant 6 siècles, avait élagué, falsifié, nous racontant des petites choses pour nous dominer. Ok, je vais vous ce lire. qui est intéressant. Attends, je vais vous lire donc, un paragraphe écrit par Jean-Marc Ella, Cheikh Anta Diop, ou l'honneur de penser. Ella a écrit ceci. L'égyptologue permet aux nègres de ressaisir la continuité de son passé historique national, donc c'est Cheikh Anta Diop, de tirer de celui-ci les bénéfices moraux nécessaires pour reconquérir sa place dans le monde moderne. À travers la recherche sur l'origine nègre de la civilisation égyptienne, il s'agit donc d'une reconquête de la mémoire indispensable à la redécouverte de soi et à l'élaboration de l'avenir. Oui. Donc, Cheikh Anta Diop, en faisant l'histoire, il avait un objectif. Bien sûr, il a fait l'égyptologie, oui. C'est-à-dire l'histoire de l'Égypte ancienne. Oui. Et quand vous étudiez l'égyptologie, nécessairement, vous devez connaître aussi ce qu'on appelle les pharaoniques, c'est-à-dire la langue. Les pharaoniques, c'est-à-dire l'égyptien ancien et les coptes. Et il dit que quand vous allez, et c'est ce qu'il a vraiment, ce qu'il nous a laissé comme message, c'est-à-dire qu'il faut qu'on introduise dans nos études universitaires et secondaires l'égyptologie et les pharaoniques pour nous permettre une connaissance directe de ce qu'a été notre passé en tant que pharaon, en tant que constructeur de cette grande civilisation égypto-africaine. C'est ce qu'il veut dire. Donc ce qui est intéressant là-dedans, c'est ça. C'est-à-dire qu'il nous a doté d'une mémoire. C'est-à-dire les gens qui prétendaient que nous n'avons pas peur d'histoire, nous ne connaissons rien, nous sommes des brutes, ont eu tort. Il leur a démontré que non. La grande civilisation que vous prétendez être la vôtre, il est plutôt la nôtre. Et nous devons en avoir un bénéfice moral. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que devenant conscients que nous avons construit la plus grande civilisation humaine connue des temps proto-historiques, les nègres doivent être en mesure aujourd'hui où nous sommes, malmenés, d'en reconstruire une autre. Mais sous quelles conditions? Et c'est ça l'intérêt de Cheikh Anta Diop, c'est-à-dire que ces paradigmes ces paradigmes construisent notre avenir. Oui. Il dit ceci. Quand vous regardez, parce que la pensée éthiopienne doit être vue au niveau de problématiques actuelles. Quelle est la plus grande problématique actuelle en Afrique noire? C'est la problématique de l'insécurité. C'est-à-dire tous les pays africains que nous avons ici, tous les 54 pays africains, sont passibles de subir une insécurité incontrôlable et sont incapables, chacun pris individuellement, de se sécuriser. Même la puissante Afrique du Sud. Mais regardez les pays les plus grands d'Afrique, les pays les plus puissants d'Afrique, c'est-à-dire le Nigeria, qui a plus de 600 milliards de PIB, qui a plus de 200 millions d'habitants, qui fait la plus grande production africaine de biens et de services. Le Nigeria. Le Nigeria est aujourd'hui aux prises avec Boko Haram, une secte qui a des moyens colossaux, et on se demande d'où viennent ces moyens. C'est tout simplement, et Cheikh Anta nous a dit que faites attention. Si vous ne prenez pas votre destin en main, l'Occident va vous empêcher d'être chez vous. Et c'est ce qui se passe avec le Nigeria. Le plus grand pays d'Afrique, le plus puissant, celui qui a des moyens, est incapable, face à une secte qui a des moyens colossaux, mais qui leur donne ces moyens pour être déstabilisé, en état de déstabilisation. Regardez la RDC. Regardez la Tanzanie, tous ces pays africains. Donc l'insécurité est devenue aujourd'hui la plus grande calamité. Nous avons connu la traite négrière, la colonisation, aujourd'hui l'insécurité qui nous empêche, nous Africains, de nous développer. Toutes nos énergies, tous nos petits moyens vont à l'est du Congo, au Nigeria, au Bénin, partout il y a l'insécurité. Et Cheikh Anta Diop l'avait prévu, il a dit faites attention. Les Blancs vont toujours trouver le moyen de vous désarticuler, de vous mépriser, de vous tuer vos pays, de vous empêcher d'être propre propriétaire de vos biens et d'être votre propriétaire de votre sol et de votre sous-sol. Pour résoudre ces problèmes de sécurité, Cheikh Anta Diop dit qu'il faut construire les États-Unis d'Afrique. Regardez aujourd'hui M. Freddy.
vous verrez que la sécurité, la puissance appartiennent aux pays qui sont aux grands pays, aux grandes masses géostratégiques, comme les États-Unis d'Amérique, comme la Chine, comme le Brésil, comme la Russie. Tout ça, ce sont ces pays-là, ces grosses masses géostratégiques qui ont la sécurité, qui ont de grandes ressources, qui ont de grandes populations pour construire des marchés internes. Et Cheikh Anta Diop, depuis 1948, il dit il y a nécessité qu'ayant recouvré notre identité africaine, ayant retrouvé notre historicité et notre continuité historique, que nous puissions faire comme on l'avait fait dans l'ancien temps, c'est-à-dire l'Égypte était une puissance parce que l'Égypte, tous les nègres étaient là, agglomérés autour du Nil. Aujourd'hui, dans des petits pays qui ont été fait balkaniser par la colonisation, nous ne pouvons pas, aucun pays africain tel que nous sommes là ne peut pas prendre en main sa propre sécurité. Donc, on peut dire que son livre sur les fondements économiques et culturels, l'État noire, l'État fédéral de l'Afrique noire. Oui. Donc ça résume, ça résume son projet. Pas son projet. C'est le paradigme qui s'impose aux Africains pour survivre comme des êtres humains dignes. Parce qu'aujourd'hui, et les afro-descendants qui vivent aux États-Unis, qui vivent au Brésil, subissent un racisme incroyable. Tout ça parce qu'ils ne savent pas où aller. Mais si nous construisons les États-Unis d'Afrique noire, c'est-à-dire, et cette construction, il faut que les gens le sachent, ce n'est pas que le pays du Congo ne va pas exister, non, nous construisons ce qu'on appelle un État supranational. Le Congo est Congo. Oui, et dans ce qu'avait prévu dans les fondements économiques culturels, oui. Mais la RDC avait un rôle à jouer. Là toujours. Oui, avec Yinga, oui. Mais aussi avec tous les minéraux qu'on a pour construire l'industrialisation. Parce que ce qui est frappant, c'est quoi? Aujourd'hui, on voit la Banque mondiale, on voit les Chinois, on voit les Européens, on voit les autres, on parle d'industrialiser l'Afrique. Alors que Cheikh Anta Diop avait déjà jeté les bases. Une question. Pourquoi les dirigeants africains ne font pas référence à Cheikh Anta Diop, à ce qu'il avait déjà posé comme base? Parce que nous avons une difficulté, c'est que si... vous savez que nous, les Africains noirs ici, nous sommes le seul peuple qui a une histoire écrite. Tu vois ce qu'on appelle le 11 tomes de l'UNESCO sur... C'est 8. 8 tomes. 8 tomes, oui. Oui. De l'histoire africaine, oui. Tout est dedans. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui nous manque? C'est-à-dire qu'il n'y a pas encore d'homogénéité mentale. Il n'y a pas encore ce qu'on appelle l'unité psychique. Regardez, par exemple, laissez-moi citer seulement l'exemple du Congo-Brazza, où les Congolais sont parfois tapés, tabassés, jetés dans l'eau. Laissez-moi citer l'exemple de l'Angola, où les Congolais ici sont tapés, frappés et jetés. Regardez l'Afrique du Sud, par exemple, où les Zoulous malmènent tous les autres Africains, les chassent, les Nigériens chassent le... C'est-à-dire, il a dit, on n'a pas encore recouvré ce qu'on appelle l'unité psychique. Pour recouvrer cette unité psychique, il faut d'abord introduire dans le système éducatif africain toute l'historicité. Parce que les gens ne peuvent pas s'aimer s'ils ne se connaissent pas. Les Africains ont toujours tendance à croire toute l'histoire qui a été faite par l'Occident, où on nous séparait, on nous balkanisait. Mais aujourd'hui, il dépend de nous, c'est-à-dire il dépend de l'autorité. Et je pense même que c'est toute l'Union africaine qui devait introduire, n'est-ce pas, faire injonction à tous les Africains, comme au Sénégal, où on introduit toute l'histoire africaine dans nos programmes. Mais c'était prévu, mais ça fait depuis 1967 qu'on a parlé de l'histoire africaine. C'est ça. Jusqu'aujourd'hui, dans les écoles africaines, on n'étudie pas ça. C'est-à-dire qu'il faut se battre. Ça ne peut pas nous être donné. Est-ce qu'on ne peut pas dire que c'est une chance aujourd'hui, parce que le président Tshisekedi, le président de l'Union africaine, il a les devoirs, lui-même il a écrit, il a dit, de faire ratifier la charte de la culture africaine de la Renaissance, la charte culturelle de la Renaissance africaine. Oui. Donc, c'est sur cette charte qu'on peut faire un travail d'ensemble sur tous les continents africains. Mais jusqu'à présent, trop peu de pays... Oui, c'est ce que nous disons. C'est-à-dire que c'est un combat. Ça n'a jamais été donné. Ça ne peut pas être donné. Même à l'Union africaine, à un moment donné, laissez-moi citer le Muammar Kadhafi, des mémoires, qui s'est battu à un moment donné pour dire, nous donnons l'argent pour faire, n'est-ce pas, les fonds monétaires africains, tout ça. Qu'est-ce qui est arrivé? Il y a eu beaucoup de résistance.
Beaucoup de pays africains ont résisté, entre autres l'Afrique du Sud, entre autres l'Ouganda, entre autres le Rwanda, même le Congo ici, sous Kabila Joseph, était résisté contre toutes ces attentes-là. Donc, il y a un problème, n'est-ce pas, comme on dit, et c'est pour cela que nous avons beaucoup aimé quand on a dit l'Union africaine des peuples. C'est le peuple qui doit se battre. C'est le peuple qui doit se battre pour vivre leur homogénéité mentale, pour vivre leur homogénéité culturelle. C'est le peuple qui doit se battre pour vivre leur fraternalisme. Aujourd'hui, vous voyez des pays comme le Sénégal, les jeunes gens en train de mourir. C'est parce que si on leur dit, mais venez travailler au Congo. Vous, les Congolais, vous fatiguez, allez travailler en Afrique du Sud. Mais ce fraternalisme ne peut exister que si, à l'école, on leur apprend, on dit, nous avons toujours, depuis toujours à l'origine, constitué un même monde culturel, que nous avons un destin à construire ensemble. Donc c'est ainsi que Cheikh Anta Diop a dit, je crois que c'est peut-être la plus grande thèse qu'il faut retenir de ces travaux, c'est aujourd'hui, les Africains, regardez notre géographie. En Afrique ici, tous les pays, nous sommes le seul continent qui a trop de pays. Nous en avons 54. Mais regardez tous les autres continents. Aucun n'a autant de pays. Ça signifie que nos pays à nous ont des petites dimensions, sont des petites dimensions. Nos pays à nous ont des peuples peu nombreux. Ils ne peuvent pas constituer des marchés internes. À lui seul, non. Il faut pour construire, même aujourd'hui, quand nous avons des problèmes avec les ELECAP, pourquoi? Parce que les gens ne se sont pas encore entendus, ne se supportent pas encore comme peuple unique. Et aussi, les économies africaines sont mal construites. Quand Cheikh Anta Diop parle de construire des économies africaines, il dit des économies complémentaires. C'est-à-dire, ce que nous produisons au Congo, on ne le produit pas en Côte d'Ivoire. Quand la Côte d'Ivoire produit les cafés, les cacao, nous allons consommer ces cafés, ces cacao, mais nous produisons ici les avions parce que nous avons des minéraux pour ça. Donc, il faut, alors, j'ai revu à ce que je disais, Cheikh Anta Diop me dit, la plus grande révolution, c'est la révolution politique. Il faut faire ce qu'on appelle la fédéralisation continentale. Tous les pays restent comme tels, mais nous avons un gouvernement commun qui sera toujours à Addis Abeba, et nous prenons dans ce gouvernement certaines matières, comme les affaires étrangères, qui parlent au nom de l'Afrique, l'éducation au nom de l'Afrique, surtout la défense au nom de l'Afrique. Du moins, ces premières matières, et l'économie. Aujourd'hui, vous parlez des marchés intérieurs africains, mais nous avons des législations antagoniques. Mais le problème, c'est quoi? Parce que les dirigeants politiques africains ne sont pas panafricanistes. C'est ça les problèmes. Oui, le panafricanisme. Ils sont combien qui croient encore en Afrique? Le panafricanisme est une option du peuple. C'est le peuple qui va, vous et moi ici, nous battre chaque matin pour que ça s'impose. Vous et moi se battre pour qu'on introduise dans nos programmes l'égyptologie, c'est-à-dire les pharaoniques. Mais comment est-ce que les Blancs ont retrouvé leur mémoire culturelle? L'Occident ici, qui étaient séparés, qui se battaient, qui faisaient des guerres de 100 ans, des guerres de 1000 ans. Comment ils ont retrouvé leur mémoire? C'est parce qu'ils ont étudié les Grecs et les Latins. Ah oui. Ils ont repris dans leur programme les Grecs et les Latins, c'est-à-dire les langues de leur naissance, les langues de leur origine. C'est dans ces langues-là qu'on retrouve les échos des anciens qui vous disent ce que vous devez faire. Et c'est la même chose que nous devons faire ici. Et pour arriver à ce niveau-là, il faut, c'est au niveau de l'Union africaine, où on impose un programme, pas imposer, il faut discuter. Je suis content que dans un pays comme le Congo, qui Cheikh Anta Diop aimait beaucoup, il n'y ait pas beaucoup de missions sur, il faut attendre que Freddy se réveille un matin pour dire qu'on ne vit pas de Cheikh Anta Diop. Mais ça fait quand même 10-15 ans que je suis docteur sur Cheikh Anta Diop. Moi j'ai été Cheikh Anta Diop depuis 30 ans. Depuis les premiers graduats jusqu'en licence. Tu parles de toi. Maintenant, parlons. Ok, parlons de les racines du futur. Parce que ça, c'était... Les racines du futur, c'est ça. C'est au niveau politique, construire ce qu'on appelle les États-Unis d'Afrique. C'est la seule masse géostratégique importante, capable de nous assurer la sécurité de nos biens, de notre eau, de notre pétrole et de notre diamant. Regardez comment est-ce que les pays africains sont malmenés, mon ami. Tu crois que toutes ces guerres de Boko Haram là, c'est Boko Haram qui supporte? Non. Ça vient de loin. Regardez ce qui se passe, les djihadistes dont on parle aujourd'hui à l'est du Congo. C'est-à-dire c'est pour empêcher les grands pays africains à se développer et à prendre leur rôle de leadership. Deuxième point, c'est au niveau de la science, Freddy. Parce que quand il nous a donné notre mémoire, il a dit voilà, maintenant il faut vous doter des instruments de puissance. Qu'est-ce qui a pu la puissance de l'Égypte ancienne? C'était la science. Qu'il a inventé l'arpentage, la géométrie, les mathématiques, la médecine. Parce que la science, qu'on ne se trompe pas.
J'ai l'impression que dans notre discours ici, les gens il y a l'estompement des discours scientifiques. Non, c'est la science qui change le monde. Rien d'autre, ce n'est pas la politique. Il faut avoir des bons politiciens pour donner l'argent à la science, mais c'est la science qui change le monde. Si au Congo, dans un pays comme le Congo, nous avons de l'eau que nous ne sait pas distribuer, c'est parce que justement la science n'est pas encore intégrée. Donc c'est quand on dit il faut conquérir la science. Il faut prendre la science, l'intégrer dans la société pour non seulement résoudre les problèmes qui se passent dans la société. C'est la science qui résout les problèmes, c'est la médecine, c'est pour distribuer de l'eau, tout ça. Mais aussi c'est la science qui actualise les mentalités. Dans ces pays comme le Congo, quand vous regardez le Congo, des gens qui se conduisent comme des fumeurs de chanvre. Il conduit un véhicule, il s'arrête quand il veut. C'est parce que justement la science n'a pas encore été intégrée dans notre vécu au quotidien. C'est-à-dire, nous n'avons pas de méthodes scientifiques. Même à l'université où je suis, les gens discutent comme des femmes de ménage, sans protocole, racontent n'importe quoi. C'est parce que, mais quand tu vois un petit Européen, un petit Occidental, tu discutes avec lui, c'est-à-dire, il y a une méthode scientifique en lui. C'est-à-dire, l'information scientifique, à force d'être diffusée, d'être donnée, donne aux enfants, formate de nouveaux cerveaux. Nous avons des cerveaux qui sont formatés sur la tribu, sur des mentalités régressives. Non, il faut, et nous avons été heureux. Ça, on ne l'a pas noté. C'est Félix Tshisekedi qui, 60 ans après l'indépendance, va laver les toilettes à l'Unikine. C'est dire il croit que la science est un principe de puissance. Regardez les grands pays, des pays comme l'Iran, l'Irak, tout ça. Ils se défendent comment l'Iran. C'est parce que l'Iran a introduit la science nucléaire. Il est capable de produire des bombes atomiques. C'est la science aujourd'hui, avec tout ce que vous voyez là, qui peut produire ce qu'on appelle la sécurité. Troisième, c'est au niveau de l'économie. C'est quand on dit, voilà, les économies africaines sont des petites économies captives. Elles sont incapables en elles-mêmes d'être de grands marchés, d'être n'est-ce pas, de faire des économies d'échelle. Il faut une économie africaine unis et nous formons un marché d'1,5 milliard d'êtres humains. C'est-à-dire, vous vendez un Tonga, vous gagnez de l'argent. Pour y arriver, il a donné des modalités, c'est-à-dire, aujourd'hui, nous devons introduire dans nos facultés d'économie, montrer aux enfants que les économies africaines, parce que le blanc, quand il est venu nous connaître, il a dit que même en Afrique, il n'y a que des économies d'échange, des économies de consommation. C'est faux. Nous avons connu des économies d'exportation. Nous avons connu des économies monétarisées avec des bourses de valeur. Et ça, c'est quand vous lisez l'Afrique noire précoloniale. C'est quand on dit que ces ressources au niveau des voyageurs arabes qui sont venus ici au XIIIe, XIVe siècle, les Ibn Battuta, les Ben Tariq, qui sont venus, qui ont vu tout ça et qui ont fait des dépositions. Alors il faut apprendre aux gens aujourd'hui que nous avons connu des grandes économies, nous sommes capables d'en faire aussi, que nous ne sommes pas liés à des petites économies d'échange. Oui, et parmi les racines du futur, il parle de la construction d'une civilisation planétaire. Oui, c'est-à-dire que quand Dieu parle du fait que depuis que le monde existe, depuis que l'Occident dirige le monde, il y a eu beaucoup trop de génocides. Les rapports de l'Occident avec l'autre est toujours un rapport génocidaire. Il tue. Il est venu, il n'a pas seulement tué en Afrique, avec la traite négrière et la colonisation, il l'a fait aussi en Chine. Il l'a fait aussi en Asie. Donc l'Occident a un rapport avec l'autre, un rapport qui est toujours un rapport génocidaire, de tueries, de meurtres, d'exploitation. Comment est-ce que nous pouvons arriver à un monde planétaire de justice? C'est quand les Africains seront aussi puissants que l'Occident. C'est-à-dire vous ne serez pas brimés. Si vous ne dépendez pas de l'autre, si l'autre dépend de vous autant que vous dépendez de lui, s'établisse un rapport d'équilibre. Mais avant ça, vous ne pouvez pas construire un monde de justice et de paix. C'est pour ça que, comme instrument de puissance, il dit, le premier instrument de puissance, c'est construire ces États-Unis d'Afrique noire. 2, implanter la science en Afrique. Et pour implanter la science en Afrique, les moyens non imaginaires qui existent, c'est faire des langues africaines, des langues de communication scientifique. Tu vois, toutes nos langues ici. Nous prenons les grandes langues comme ici à Kinshasa, les Tchoulouba, les Lingala, les Swahili, tout ça. Oui, c'est vrai. Mais toutes ces grandes langues-là, pour qu'elles puissent véhiculer la science, c'est-à-dire changer les mentalités de nos peuples, c'est nous les élites, nous devons introduire là-dedans les notions des scientifiques.
Toutes les langues que vous voyez ici sont créées par la mentalité populaire. Elles ne sont pas abstraites, elles sont concrètes. Mais quand vous voulez maintenant introduire la science, c'est-à-dire introduire des notions abstraites, ce sont des élites qui introduisent. Comme on l'a fait en Chine. On peut dire aujourd'hui, quand on parle de Renaissance africaine, c'est les pères de cette Renaissance, c'est Cheikh Anta Diop à travers ses écrits. Pas les pères. Pas les pères. Les pères de cette Renaissance ici, il y a ce qu'on appelle l'archéologie du panafricanisme. C'est en Afrique ici que ça a commencé, où les Kimpavita, au XVIIe siècle, XVIIIe siècle, se battaient contre les Blancs, contre la colonisation. Les Cheikh Anta Diop, ce sont eux qui ont mené maintenant les preuves qui manquaient. Il y a eu des Van Bilsen, donc c'est toutes les Du Bois, ceux qui ont fait les grandes conférences panafricaines. C'est toute une élite qui a duré 6 siècles. Au moment où le blanc est venu ici pour nous faire la traite négrière, les blancs ici ont commencé à réagir, ont refusé, ils se sont battus. Parfois, ils n'avaient pas l'espace comme nous l'avons, ils n'avaient pas de télévision, ils n'avaient pas de radio, ils se battaient. Mais ce sont des élites africaines. Est-ce qu'une question qui sont venues maintenant, pour terminer formater tout ça. Notre entretien, est-ce qu'on peut espérer que l'Afrique peut renaître? L'Afrique doit renaître. Si nous voulons vivre avec dignité et honneur, dans le respect. J'ai suivi dernièrement un discours de Babo qui disait ce que nous voulons, c'est le respect. Que quand je passe comme ça, on dit quelqu'un passe. Pour acquérir ces respects-là, nous devons, c'est dans la marche géostratégique. De petits pays ne sont pas capables de se construire du respect que nous avons, dont nous avons besoin. Donc construire les États-Unis d'Afrique là, ce n'est pas tuer les pays, non, c'est construire un gouvernement supranational. Situé à Addis Abeba. Même avec les anciens présidents comme, n'est-ce pas, comme coordonnateurs. Mais nous prenons en charge ce qu'on appelle la sécurité commune. Même la sécurité. Peut-être qu'aucun pays africain n'est capable lui-même de se construire des bombes atomiques. Ça coûte trop cher. Mais pourtant, nous avons un pays comme l'Afrique du Sud qui a de grandes compétences en matière du nucléaire. Mais c'est l'argent. Donc, si nous construisons... nous disons en Afrique qu'il y aura un ministre de la Défense, c'est-à-dire la défense africaine devient une et commune. Les Blancs qui nous attaquent ici, vous voyez même les Boko Haram là, vont fuir. En ce qui concerne la science, c'est la science qui change le monde, Afridi. C'est la science qu'on appelle la science exacte ici qui change le monde, la chimie, la physique. Mais en chimie, en physique, toutes ces sciences-là ont besoin de grands fonds parce que les laboratoires qu'on utilise, les accélérateurs de particules coûtent 20 à 40 millions de dollars. 40 milliards de dollars. Aucun pays... Regardez les Blancs, ils sont très malins. Ils ont construit un accélérateur de particules au CERN, en Suisse. C'est pour tout l'Occident. Et qui ont beaucoup de sous. Dans nos construit qu'un seul. Qui aujourd'hui a un coût global de 500 milliards de dollars. Donc, nous, aucun pays africain ne peut se l'offrir. Tout le monde maintenant travaille ensemble. Exact. Donc, on peut dire qu'on ne peut pas perdre l'espoir. L'Afrique va se reconstruire. Nous devons... Quand nous avons des dirigeants, n'est-ce pas, écoutez, ouverts. Pour être pratique, aujourd'hui, le président Tshisekedi est au pouvoir. Oui. On peut espérer que la naissance africaine sera concrète. Regarde. Non, quand on parle... Ça, bref, pour conclure. Oui. Quand on a dit... la culture, le patrimoine culturel africain pour l'Afrique que nous voulons voir naître. C'est ça, non? Mais qu'est-ce qu'on met dans la culture? Aujourd'hui, quand vous parlez de la culture en Afrique ici, ou au Congo, c'est la musique, c'est le sport, mais ce sont des cultures populaires qui ne sont pas des cultures idéologiques, qui ne donnent pas aux gens une façon de se conduire, de résoudre les problèmes. Non. Il faut qu'aujourd'hui, qu'on sache que la vraie culture africaine se retrouve dans d'autres choses que dans les cultures populaires. Et où? On a dit dans la langue. Commençons d'abord par faire des langues africaines, des langues de communication scientifique. Et c'est ce qui va changer les mentalités des gens. Vous allez parler français ici, comme nous parlons ici, 10% des Congolais vous suivent, même très mal d'ailleurs. Mais si vous voulez que 80% vous entendent, il faut qu'on parle de cette émission en lingala, mais la seule façon, la façon la meilleure, c'est de construire des académies où les gens disent le mot chimie en lingala, c'est quoi? Et la chimie s'occupe de quoi? Et on parle de ça en lingala. Et petit à petit, ce sont ces concepts-là qui introduisent un changement de mentalité, qui introduisent un changement de comportement. Nous avons un comportement bizarre, non quantifiable. On est arrivé à la fin de notre entretien. Je pense que prochainement, on pourra discuter, donc parler sur la charte de la Renaissance africaine. Curieusement, on ne parle pas de Cheikh Anta Diop dans cette charte, alors que Cheikh Anta Diop est à la base de beaucoup de travaux. En tout cas, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de notre entretien avec Emmanuel Kabongo Malou. Il est professeur à l'IRPEN. Il a fait sa thèse sur Cheikh Anta Diop et États-Unis d'Afrique.
Nous espérons que les autres qui ont travaillé sur Cheikh Anta Diop passeront sur ces plateaux pour expliquer à notre peuple les véritables enjeux du moment. Une fois de plus, merci et bonsoir, monsieur.